C'est pas parce que nous avons dit Chine et Afrique-Chine que nous allons seulement nous focaliser sur Afrique-Chine. Il y a du commerce en Afrique. Entre Oui, nous, en tant que pays, entre nous, Africains, il y a beaucoup à faire. Ce que nous allons essayer de faire dans ce symposium, c'est d'essayer de montrer, de nous montrer la valeur de l'Afrique. Aujourd'hui, il y a également des ok. pays ici en Afrique qui sont également des usines de l'Afrique et même des usines du monde. Mais parfois qui sont méconnus, ces pays-là sont vraiment méconnus. Avec Sichelawi, on a fait pas mal de déplacements. On est allé dans pas Oui, mal d'usines effectivement. en Afrique et vraiment, on a vu ici en Afrique qu'il y a beaucoup. Peut-être que ces pays-là ou ces usines, ces pays considérés comme usines, que ce soit dans la CEDEAO, dans la CEMAC et ici dans le Maghreb, peut-être que ces pays-là sont méconnus. Moi, avant d'arriver déjà au Maroc, il y a beaucoup de choses que je ne savais pas sur le Maroc. Il y a beaucoup de choses que je n'avais même pas 5% des informations que j'ai aujourd'hui, je ne les avais pas. Mais je suis en Afrique et je suis censé savoir, mais je ne le savais pas. Et c'est la même chose, par exemple, si vous prenez, il y a beaucoup de Marocains et ils ne savent pas vraiment ce qui se passe, par exemple, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Congo, euh, au Ghana, ainsi de suite. Il y a du développement, il y a du potentiel, mais il faut beaucoup encore. Donc, nos experts, nous les avons choisis de plusieurs pays. Nous avons le Sénégal, nous avons le Maroc, nous avons le Bénin, nous avons la Côte d'Ivoire, nous avons le Niger, le Congo, nous avons le Cameroun. Donc, on aura une intervention multicolore et en termes d'expérience beaucoup plus variée. Chaque intervenant aborder les sujets. Donc, comme je viens de le dire tout à l'heure, nous avons notre très cher Monsieur Ebid. Moi, ça me fait plaisir d'être dans ce symposium avec vous. Et Monsieur Chelawi m'a parlé de vous matin, midi et soir. Ah Il m'a dit de... oui, énormément. Je vous remercie, ça me fait chaud au cœur Il faut que tu d'être le là vois. parmi vous. Oui. Et au passage, comme nous l'avions promis, j'ai vu que le professeur Hayati n'est pas encore là. Nous l'avions eu avec M. Chelawi aujourd'hui. On a échangé avec lui. On lui a envoyé un message de remerciement parce qu'il a intervenu dans le club. Ça nous a fait vraiment plaisir. Hier, on lui a envoyé une note de remerciement, bien sûr. Et voilà. Effectivement, une vidéo. Voilà. Donc, euh, maintenant, actuellement, il est en France. Il est en mission en France. Mais il a promis nous rejoindre. C'est un bulldozer de la logistique, c'est un poids lourd de la logistique qui mérite vraiment notre respect au plus haut point. Et on le respecte énormément. Et c'est des gens qui ont fait, ils ont tout fait pour que nous soyons des amoureux de la logistique aujourd'hui on va dire même au niveau mondial. Moi, depuis le Bénin, j'ai déjà entendu parler de lui énormément avant de venir ici au Maroc. Donc, M. Chelawi m'a parlé de lui plusieurs fois et pour moi, c'est un honneur et ça me fait plaisir de savoir que des personnes comme le professeur Hayat voient ce que nous faisons et déjà que nous avons avec nous, monsieur, pour moi, ça fait plaisir. Alors, je salue au passage le docteur Konga qui, dans l'Afrique de l'Ouest comme dans l'Afrique centrale, est, fait des prouesses, fait beaucoup également. Il a une très grande communauté. Il est très respecté. J'ai reçu beaucoup de messages du Niger, du Burkina, du Congo-Brazzaville, du Centrafrique, du Cameroun. Donc, beaucoup de personnes m'ont contacté depuis ces pays-là et qui m'ont demandé est-ce que vraiment le docteur Konga sera parmi vous? Et j'ai dit, bien sûr, il sera Ça là. fait plaisir, bien sûr. Il prouve déjà combien de fois il a de l'influence et il fait et tout ce qu'il fait également pour la jeunesse et ça nous fait plaisir. Hier, on a eu un entretien avec lui. Il sortait d'un séminaire, on était avec M. Ebid, il sortait d'un séminaire, donc il était dans la voiture, donc il a quand même essayé d'intervenir avec nous. Pour moi, c'est des choses qui me font plaisir, donc je vais plus tarder. Donc, je vais donner la parole à M. Chelawi s'il a quelques mots à ajouter et nous allons commencer le développement de notre thème la première personne à qui nous allons donner la parole sera notre très cher Monsieur Ebib. Il va lire. Active le micro, Jérôme.
Active le micro. Le souci. Même moi, c'est Hussein. Non, Ah, c'est bien maintenant. normalement, Tout c'est à l'heure, activé. il y avait des Est-ce que bugs. vous m'entendez? Oui, oui, bien sûr. Ah, très bien. Je disais tout à l'heure que nous allons donner la parole d'abord. Je vais donner la parole à M. Chelaoui, bien sûr, il va redimensionner les choses. Alors, et la première personne qui va intervenir dans ce symposium, ce sera notre très cher M. Edith. Il va nous parler du sourcing. N'oubliez pas, nous sommes dans l'import-export, Afrique-Chine. Ça n'empêche que les intervenants vont valoriser ou bien vont nous faire découvrir les potentialités que nous avons en Afrique. Moi, la dernière fois, je suis allé dans mon pays, au Bénin, et je suis allé dans la zone industrielle, dans la nouvelle zone industrielle. J'ai vu des choses incroyables. Moi, je vois tous les jours ce que le Maroc fait en termes de l'industrie de textile. Je vois ce que le Maroc fait. Moi, je représente des entreprises au niveau du Mali, Burkina, Bénin, Côte d'Ivoire, qui achètent des marchandises ici en termes de, quand je parle de textile. Je suis allé en Turquie, j'ai vu ce que la Turquie également fait. Mais ce qui se faisait, ce qui se fait dans mon propre pays, je n'en avais aucune idée. Alors, quand je suis allé là-bas et j'ai visité la zone, je me suis dit, mais attention. Et il y a pas mal de choses que je ne vais pas le dire. Je vais laisser M. Chelaoui, puisque lui aussi, il a fait un tour, il a vu, donc il va témoigner lui-même. Donc, M. Merci. Chelaoui, je Merci, mon vous frère Jérôme, mon associé, mon directeur. Donc, on a tous les deux euh, euh, initié ce magnifique symposium en collaboration avec tout le personnel qui est ici pour réussir ce symposium. Et on s'est dit, on va parler autour de tout ce qui est import-export et entre l'Afrique et la Chine. Bien sûr, la Chine, c'est un grand modèle pour nous. La Chine d'aujourd'hui, c'est pas la Chine de 1960. Ils se sont dit à l'époque, nous allons par la suite devenir l'usine du monde. Eh bien, on a choisi la Chine et on s'est dit, nous, en tant qu'Africains, est-ce qu'on peut contribuer à la chaîne de valeur mondiale? Est-ce qu'on produit d'abord? Nous, on sait que nous, on est en même temps très pauvres et très riches. Nos terres regorgent de richesses, mais on ne réussit pas à valoriser ces richesses. Ce qui fait nos recettes des importations, des recettes des exportations sont vraiment faibles. L'Afrique maintenant est appelée à valoriser ses exportations, à valoriser ce qu'elle sait faire. Nous avons toutes les richesses du monde, la terre, ce qui est sous terre, l'homme, les compétences, la naissance, la fécondité. On est nombreux. Donc, c'est un marché qui est appelé à se développer. Et notre l'Académie africaine de consulting et du génie, on s'est dit que notre vision, c'est carrément l'Afrique. On s'est développé, on s'est déplacé vers le Sénégal, le Burkina, vers pas mal de pays. On a commencé à découvrir que l'Afrique peut créer de la valeur ajoutée, peut contribuer à la chaîne de valeur mondiale. Et il suffit d'avoir une volonté. La volonté doit être collective. C'est vrai qu'on est maintenant en train de parler de ZLECAf, de zone de libre-échange du continent africain. Espérons que ce phénomène va pousser encore la production, la valorisation de nos richesses, l'exportation et l'importation. Mais entre-temps, l'Afrique, elle est maintenant en train de se développer. Comme Jérôme l'a si bien dit, nous, au Maroc, il y a de la production. Nous avons des secteurs qui commencent à se développer. Secteur des voitures, secteur des avions, le secteur minier, la valorisation du secteur minier, la logistique en l'occurrence, parce que moi, je considère que le développement est tributaire de la logistique. Je ne sais pas si M. Habib est d'accord avec moi, mais si vous développez les routes, les autoroutes, les ports, les aéroports, moi je parle de macro-logistique, ça signifie que développer les capacités de commercialiser avec les autres. Donc, Dieu merci, l'Afrique, elle est en train de bouger. On a vu le Bénin ce qu'il fait.
On a vu le Ghana ce qu'il fait. On a vu le Rwanda qui était en guerre auparavant. Cliquez sur l'Internet, allez voir Rwanda. C'est l'un des futurs dragons d'Afrique. Allez voir l'Éthiopie. Jusqu'à l'année dernière, Air Éthiopie, c'était la première compagnie aérienne d'Afrique. Donc, vous voyez, l'Afrique maintenant commence à bouger. Il y a pas mal de choses qui changent. Il y a d'abord des mentalités, mais il y a le plus important, la volonté de réussir et de se développer. C'est pour ça qu'on a choisi Afrique-Chine. C'est pas seulement l'Afrique qu'on va importer. Non, non, non. On va importer, valoriser et exporter. On va importer des machines, importer de la matière première, transformer chez nous, valoriser ce qu'on fait et exporter. Je vais prendre le Bénin, le cas du pays de mon frère Jérôme Akindele. Eux, ils produisent le coton. Vous savez ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé d'arrêter l'exportation de la matière première, le coton. Et ils commencent à valoriser ça. Ils sont en train d'installer des usines maintenant. L'idée, c'est que au lieu d'exporter la matière première en tant que produit brut, eh bien, ils sont en train de valoriser les exportations. La même chose chez le Ghana, la même chose en Côte d'Ivoire, la même chose au Rwanda. Donc là, on est en situation où les rapports de force qui étaient auparavant à l'avantage des pays européens, de la Chine, maintenant sont en train de changer. L'Afrique, elle est là, elle peut s'alimenter elle-même et alimenter le monde entier. Maintenant, l'Afrique, il y a des terres fertiles, il y a de l'eau, il y a des décideurs politiques de la politique qui veulent que tout change en Afrique. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? On parle maintenant de souveraineté. On va commencer par la premier pas, souveraineté alimentaire. Et qui dit souveraineté alimentaire, ça veut dire c'est pas la sécurité, c'est la souveraineté. C'est-à-dire on va produire nous-mêmes ce qui nous manque. C'est pas logique que la France nous envoie le blé. Vous savez que toute l'Afrique, aucun pays d'Afrique ne réussit à avoir l'autosuffisance dans les céréales, surtout le blé. Aucun pays d'Afrique, malgré qu'on a toute la richesse. On a de la main-d'œuvre compétente, forte, on a de la terre, on a l'eau, tous les ingrédients pour réussir l'autosuffisance et pourquoi pas produire et exporter vers le reste du monde. Et là, je dis que l'Afrique va devenir le grenier du monde. Tout commence à changer. Tout commence à changer en faveur de ce développement de l'Afrique. Donc, la Chine, elle est là, on doit savoir comment importer un produit de la Chine. Je parle des machines. Et c'est ces machines qui vont nous permettre de valoriser ce qu'on fait. Et puis, pourquoi pas, exporter vers le reste du monde. Et pourquoi pas exporter d'abord entre nous, et puis exporter dans le reste du monde. Donc voilà, c'était notre vision, expliquer à tout le monde ce processus, comment on peut aller vers l'international au lieu de se contenter d'être consommateur et de regarder le développement des autres. Voilà, Jérôme. Donc, j'ai fait ma petite introduction. Je vous repasse la main. Merci infiniment, Sihoussine. Ça Je vous en fait prie. toujours plaisir de vous entendre. Alors, maintenant, nous allons donner la parole à Monsieur Ebib, qui va nous parler un peu des secrets du souci. Oh, oh là là. Bon, allez. Merci à vous tous. Merci pour m'avoir déjà honoré d'être parmi vous. Les mots que vous venez de dire aussi bien, donc Jérôme que Sir Hossein, me touchent profondément parce que dans l'âme et dans le corps, je suis 100% africain et je m'identifie beaucoup plus à l'Afrique qu'autre chose. Et d'ailleurs, en fait, ça me touche parce que alors, ça me touche parce qu'en fait, je pense qu'il y a effectivement beaucoup de choses à faire, mais qu'il y a aussi beaucoup de contraintes et beaucoup de défis à relever. Donc, je vais partager mon écran en attendant, mais en attendant de faire mon petit. Donc, si vous me permettez de. Vous arrivez à voir mon écran? Pas encore, Oui, mais
On patiente un peu. D'accord. Alors, donc, Ok. ça, Voilà, ça marche. voilà, c'est Parfait. bien. Ça Parfait. marche. Oh, oui, ça marche. Parfait. Donc, avant de démarrer, moi, je voudrais aussi toucher un petit mot par rapport à ce que vous avez dit, à réagir. Bon, il y a quelqu'un qui s'amuse à faire des petits trucs sur mon écran. C'est pas moi, hein. Donc, moi, j'ai. Alors, si vous pouvez, Jérôme, enlever la possibilité de faire des annotations, ce serait bien. Voilà, merci à Voilà. vous. Alors, ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai eu une expérience quand même assez intéressante. Je voudrais pas parler de moi, mais surtout pour vous dire que j'ai eu l'occasion de toucher à beaucoup de choses. Et j'ai surtout eu l'opportunité de partir en Chine pendant un mois. Donc, j'ai été invité par le gouvernement chinois. C'était vers l'an 2008. Et en fait, c'était dans une mission industrielle dans laquelle le gouvernement chinois voulait faire de la promotion de son industrie et bien sûr faire de sorte que les Marocains commencent à acheter de Chine. Bien sûr, c'était pour les industriels et c'était pour le textile. Pour la petite histoire, j'ai un background de textilien parce que moi-même, je suis ingénieur en textile habillement et j'ai une grande expérience en textile. Mais je suis aussi électronicien et logisticien. Donc voilà, bah, en 35 ans d'expérience, on peut faire beaucoup de choses. Et donc, du coup, ce que j'ai vu en Chine, c'est que j'étais vraiment étonné de voir le niveau d'industrialisation et le niveau aussi des infrastructures. Hein. Je me rappelle très bien à Shanghai où il y avait des routes et des autoroutes sur neuf niveaux. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à imaginer, c'est comme un gratte-ciel. J'étais bouche bée et j'ai eu l'occasion de visiter beaucoup d'usines, énormément d'usines, notamment des usines de textile habillement, où j'ai vu des niveaux de discipline incroyables. C'est tout simple, hein. Quand vous rentrez dans des usines, vous avez des plateaux de 5 000, 9 000, 10 000 personnes et aucun ouvrier ne lève la tête pour vous voir, vous regarder. Tout le monde est en train de faire son travail. Alors qu'il faut voir chez nous, au Maroc déjà, hein, limite, s'il ne vient pas vous discuter avec vous et laisser le travail. Et bien, en fait, ce que je voulais dire par là, c'est que il y a en fait un niveau il y a une volonté incroyable de la part du gouvernement chinois qui a fait que son industrie et sont devenus en fait l'usine du monde. Ce n'est pas venu comme ça, ce n'est pas fortuit, c'était une volonté gouvernementale et tout le monde a suivi, ça a donné des résultats extraordinaires. Alors en fait, à part de cette expérience, ce que j'avais conclu aussi, c'est que souvent, nous, on a dans la tête des produits chinois, c'est de la camelote. Or, je peux vous dire que c'est complètement faux, parce que la camelote, on l'utilise seulement pour envahir des marchés, des petits marchés. Vous savez, tous les produits que vous trouvez euh, avec des commerçants ambulants qui vendent au sol ou sur des carrosses, comme ça existe chez nous, comme ça partout un petit peu en Afrique. Ben, tous ces produits-là qui proviennent de Chine, c'est effectivement de la camelote. Et sachez que c'est subventionné par le gouvernement chinois de façon à donner ou à mettre dans la tête des gens que le Made in China, c'est pas cher. En fait, j'ai vu aussi des vitrines en Chine des costumes pour hommes à 4 000 $. Donc, je vous laisse imaginer le niveau de qualité. Effectivement, on peut tout trouver. On peut trouver des produits pas chers du tout et des produits de très, très haut de gamme. Donc, la Chine a une stratégie. Donc, normalement, malheureusement, ce qui nous manque aussi en Afrique, c'est qu'on n'a pas de stratégie. Nous sommes un certain nombre de pays fragmentés, il faut dire la vérité. Hein. Regardez ce qui se passe dans les pays du Maghreb. L'Afrique de l'Est ne connaît rien sur l'Afrique de l'Ouest et vice-versa. Si je descends encore au sud, à Zimbabwe et toute cette région, en fait, l'Afrique du Sud, etc., bah, on n'y connaît absolument rien. Donc, effectivement, il y a un décloisonnement, il y a à faire, il y a cette défragmentation à mettre en place, et je pense que ça peut commencer par nous. C'est-à-dire déjà le fait d'être ici avec un esprit fraternel, avec un esprit constructif. On est là pour construire l'Afrique de demain, ne serait-ce qu'avec chacun dans son petit coin, je pense que ça pourra donner quelque chose d'extraordinaire. Voilà, je fais juste une petite parenthèse tout en parlant un petit peu de l'exemple de Chine, puisque j'ai eu l'expérience de faire cette expérience pendant un mois et c'était très intéressant, très enrichissant. Mais ceci dit, la Chine n'est pas toujours un pays de sourcing. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je prends l'exemple du coton, par exemple. Je ne sais pas si vous le savez, mais la Chine est le deuxième plus grand producteur de coton au monde après les États-Unis. Les États-Unis, c'est le premier producteur du monde, mais ce n'est pas un pays de sourcing. Et la même chose pour la Chine. Ça veut dire tout simplement que ces pays-là consomment tellement de coton que leur propre production est déjà consommée en local. Donc ce n'est pas forcément parce que vous avez une matière qui est disponible quelque part que forcément le pays est un pays de sourcing. Eh ben justement, ces pays-là, ils ont bien compris qu'il y a une priorité pour leur propre matière à être transformée et valorisée. Bien sûr, vous prenez matière brute, le malheur de l'Afrique, c'est qu'en fait, on exporte tout, on exporte nos ressources depuis des années, des décennies maintenant. Et vous savez aussi bien que moi, avec tout notre passé colonial,
qui continue toujours hein, avec ses tentacules à maîtriser un certain nombre d'éléments, y compris la logistique d'ailleurs. Hein. Je fais allusion au groupe Bolloré par exemple. Et donc, du coup, ça ne veut pas dire que forcément, parce que vous avez une matière première, eh bien, vous êtes un pays de sourcing. Donc, mais justement, c'est ça l'idée, c'est qu'il va falloir faire de sorte que la plupart des pays africains, grâce à Dieu, qui regorgent de ressources et de ressources qui représentent une richesse incroyable, ben, il faut que l'Afrique utilise cette propre richesse pour elle-même, pour créer plus de valeur. Et c'est là où justement je rejoins ce que disaient si Laoui et si Jérôme, en parlant de cette transformation, de cette industrie, de cette création de valeur ajoutée qui va faire toute la différence. Voilà, donc je vais rentrer dans le reste du sujet. En fait, si vous voulez, Monsieur Jérôme et Monsieur Chelao m'avaient demandé si je pouvais faire une intervention, je le fais avec grand plaisir. Et en fait, ils m'avaient proposé de choisir quelque chose, et justement, ce que j'avais décidé de choisir, et bien justement, c'était cet aspect qui est un peu différent, parce que ce que je sais, c'est que on est tous là pour la logistique, mais sachez que la logistique, c'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est la vente. Si vous savez vendre, eh bien, vous allez savoir faire beaucoup de choses et vous allez pouvoir gagner votre vie. Bah, les Occidentaux aujourd'hui, ils ne savent que acheter et vendre. Ils maîtrisent le sourcing et ils maîtrisent les marchés. Et donc, à partir de là, aller chercher la source chez les Africains pas cher, ou peut-être les sources de produits en Chine pas cher, et les revendre à des prix très très forts. Donc, effectivement, la chose la plus importante, c'est la vente. Ceci dit, on est bien d'accord qu'il faut de la logistique pour pouvoir vous ramener les produits d'un point vers un point, que ce soit des matières premières ou des produits finis, c'est sûr. De toutes les façons, ce qui est sûr, c'est qu'on est là pour le commerce. D'ailleurs, cette logistique dont on parle, c'est une logistique de commerce international qui nous intéresse particulièrement. Je vais être assez rapide parce qu'on m'a donné juste 15 minutes et déjà, ils ont été très généreux avec moi. Et comme il y a une quarantaine de slides, je vais passer pratiquement moins d'une minute sur chaque slide. Après, je partage avec vous les slides, vous allez pouvoir les peaufiner, les regarder plus en détail, sachant que j'ai enlevé beaucoup d'autres slides sur le détail de chaque élément. En fait, si vous regardez un petit peu ce schéma, vous voyez qu'en fait, une transaction commerciale, c'est quoi? C'est toujours un acheteur et un vendeur. Hein, vous regardez sur le côté ici, sur le côté gauche, vous voyez qu'en fait, vous arrivez à voir, je pense que vous arrivez à voir mon slide? Oui, oui, bien sûr. D'accord, parce que Oui, oui, j'ai oui, oui. j'ai un partage d'écran, je ne sais pas Et si c'est on intéressant. le voit très bien. Merci. Parfait, parfait. Donc, Oui, en nous fait, ce que je arrivons à dis, le voir ouais, correctement. parfait. Alors, donc, en fait, vous voyez, il y a deux choses. Il y a l'acheteur, qui peut être aussi un importateur, parce qu'on peut acheter en local, qu'on peut acheter à l'international, et le vendeur, qui peut être aussi local et international. Donc, acheteur-vendeur, des deux. Enfin, l'un cherche l'autre, hein, parce que souvent, quand on fait une transaction commerciale, le produit, l'acheteur, il cherche qu'est-ce qu'il va acheter, il cherche à identifier un produit. Donc, il faut un cahier de charge. De quoi est-ce que vous avez besoin? Ce n'est pas parce que j'ai besoin d'un coton que je vais acheter un coton n'importe où. Hein. Vous savez qu'il y a des cotons et des cotons. Pour votre information, le Maroc produisait dans les années 50-60 le meilleur coton en termes de longévité au monde. Il était très long, pas en termes de qualité. Le meilleur, c'est l'Égyptien. En tout cas, ça reste toujours africain. Mais sachez que cette culture, on l'a perdue complètement. C'est-à-dire, en fait, la fibre était très, très longue, était très facilement, qui passait facilement en filature et en tissage, avec moins de casse. Malheureusement, on a perdu ça. Donc, je développe un cahier de charge. Qu'est-ce que je veux exactement? Parce que je peux chercher à acheter un produit de grande qualité, comme je peux également chercher à acheter un produit de qualité moindre. Parce que le produit sur lequel je vais le mettre nécessite, par exemple, ou me demande des coûts plus faibles. Alors, donc l'un cherche à identifier le produit et l'autre, le vendeur, cherche à promouvoir, à faire de la commercialisation. Donc, juste après, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver deux activités qui sont complètement opposées. Le marketing, qui va d'ailleurs, le mot marketing vient de market, qui veut dire marché. Je cherche à vendre, à trouver des marchés, etc. Mais de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai? J'ai le sourcing. Donc, on peut être d'accord dès le début déjà que l'opposé du marketing, c'est le sourcing. D'ailleurs, on l'appelle également le reverse marketing, le marketing inverse, c'est-à-dire je cherche des sources d'approvisionnement. Qui c'est qui fait le meilleur produit au monde? Et puis après, il n'y a pas que qui c'est qui va le faire. Est-ce que j'ai les conditions nécessaires pour pouvoir le ramener? Bien évidemment, la logistique. Alors, une fois qu'on va terminer tout ça, donc il y a des échanges d'informations dans un certain sens. Ça peut être lors des salons, ça peut être des démarches commerciales, ça peut être ce que vous voulez, peu importe. À un certain moment, on passe à la négociation.
Bien sûr, il y a des modes de négociation, hein, puis une fois qu'on est bien d'accord, hein, rien que sur la négociation, on peut parler sur beaucoup de choses. Pourquoi c'est très important la négociation? Parce que tous les éléments que vous allez avoir dans votre opération commerciale, import-export, qui va payer l'assurance, l'incoterm, etc., ça sera défini à ce moment-là. Et c'est pour ça que c'est très important de bien connaître l'amont, de bien connaître le sourcing, parce qu'il se peut peut-être demain, si je dois faire un sourcing d'un coton, je vais aller le chercher en Chine ou en Inde ou en Turquie, ben je le ferai peut-être au Bénin, avec les accords et le démantèlement d'un certain nombre de barrières douanières jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr qu'il y a la logistique qui nous bloque toujours, mais j'espère que ça va s'améliorer. D'ailleurs, on est là pour que ça puisse s'améliorer, bien évidemment. Donc, en fait, cette partie est très importante. Après, je passe à l'acte paiement-vente. Bien sûr, le paiement peut se faire avant si on ne se connaît pas, s'il n'y a pas de confiance, etc., avec tous les modes de paiement. Et puis après, la partie logistique physique qui consiste à la réception, les livraisons à la réception. Puis après, il y aura service après-vente et Vous voyez qu'en fait, moi, je vais aller sur cette partie du sourcing qui est intéressant parce qu'aujourd'hui, on utilise non pas seulement la main-d'œuvre des pays pas chers. Ben, vous savez, même le Maroc, aujourd'hui, on travaille beaucoup sur la co-création. Vous avez une entreprise, un groupe qui s'appelle Capgemini, là, qui recrute des centaines d'ingénieurs chaque année. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait du développement informatique grâce à des ingénieurs. Mais en fait, ils font de la il faut développement informatique, il faut aussi de la développement pour l'industrie automobile, les pièces, etc. Donc, avec des jeunes, on leur donne des logiciels, hein, comme Katia, etc. Et ils font du développement. Et donc, ça veut dire aussi que quand vous faites de la co-création, le fournisseur, il est partout, d'accord? Il est partout, mais en plus, il va créer cette valeur ajoutée euh, ici, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore suffisamment la taille industrielle de la Chine pour pouvoir faire ça, mais on peut déjà, c'est une porte d'entrée pour faire de sorte que nos pays et nos industries deviennent et prennent de la place. Voilà, j'ai un petit peu tout dit. Et en tout cas, pour résumer, c'est que le plus important, c'est quoi? C'est que tout ce qu'on va faire après en logistique, il sera conditionné par ces différentes conditions de travail. D'abord, le sourcing, connaître les positions de marché, le plus fort, le moins fort, etc. Les marchés où il y a une abondance ou pas d'abondance, une demande, pas de demande, donc monopolitique, oligopolitique, etc. Et puis après, une fois qu'on a ça, bah, comment on va travailler? Qu'est-ce qu'on va produire? Quelle est la richesse qu'on va créer? Est-ce que c'est une richesse intellectuelle? Est-ce que c'est juste une transformation de matière? Est-ce que c'est un transport? Est-ce que c'est un service? Etc. La logique, d'ailleurs, c'est beaucoup de services. En tout cas, je suis prêt si vous avez des questions, donc ça sera avec plaisir. J'espère en tout cas que ça a attiré votre attention sur un certain nombre de points. Je vous remercie encore pour m'avoir donné cette opportunité de partager avec vous. Merci, Merci. Saïd. Merci, Khoya. Merci. C'est tout un Vraiment, plaisir de vous écouter, Saïd, Merci infiniment. et de Merci à vous. déguster le savoir que vous venez de partager. Un Merci à grand vous. merci. Merci à vous. Voilà, on passe la parole à Monsieur Jérôme Akindele. merci infiniment, Hussein. Et avant de donner la parole à notre prochain intervenant, qui sera Monsieur Hussein, bien sûr, et après Monsieur Hussein, on aura le docteur Konga. Avant, j'ai une question qui vient d'arriver qui est parfaitement en relation avec ce que Monsieur Ebit a développé tout à l'heure concernant la partie sourcing. Il y a Stéphane depuis la Côte d'Ivoire qui est un étudiant en Master 2. Il demande, faut-il confier le sourcing à un expert ou bien le faire soi-même, étant donné qu'on est un jeune entrepreneur? C'est une excellente question parce qu'effectivement, pour votre information, en Europe aujourd'hui, vous avez même des cabinets qui font que le sourcing. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont spécialisés en sourcing. Je ne sais pas si vous avez déjà l'occasion de voir sur une chaîne française, M6, pour ne pas la citer, et il y a une émission qui s'appelle Capital. Souvent, ils montrent des personnes qui vont partir en Chine, qui ont développé un réseau sur place. Et donc, en fait, souvent, c'est des réseaux de Chinois qui sont là, qui leur indiquent un petit peu par où il faut passer, etc., les rouages. Ben, ce qui peut être intéressant, c'est que demain, ben, nous aussi, on peut développer la même chose en Afrique, hein. Que vous ayez des cabinets de sourcing. Vous êtes un petit jeune, vous avez un réseau, vous connaissez votre pays. Je suis sûr que ceux qui sont au Bénin connaissent le Bénin aujourd'hui mieux que Guillaume, que Jérôme qui est avec nous, Jérôme. parce qu'ils sont sur place. D'accord? Donc, ça veut dire que demain, vous pouvez dire, OK, moi, je suis un cabinet de sourcing, vous êtes marocain, vous voulez acheter des choses, venez, on vous organise tout ça, on vous trouve l'hôtel, occupez-vous de tout, hein. Donnez-leur une solution complète, comme ça, ils vont revenir vers vous. Effectivement, c'est une excellente question et c'est une opportunité pour les jeunes de développer ce réseautage de sourcing. Bien sûr, vous allez faire appel après, c'est pour la logistique, à des transitaires, c'est pas ça qui manque, hein. Mais ceux qui maîtrisent le sourcing, qui ont visité les usines, qui connaissent les démarches, qui connaissent la qualité des produits, etc. Attention, vous pouvez aussi être un sourceur spécialiste coton, un sourceur spécialiste cacao, un sourceur spécialiste boisson, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, ou fruits et légumes.
Vous connaissez tous les fruits de votre pays, vous connaissez les réseaux, vous savez où acheter, etc. Et vous allez, quand un client arrivera, bah faites-le. La Chine, c'est comme ça qu'elle marche, la Chine. D'accord? En plus d'organiser la grande foire de Canton, je ne sais pas si vous connaissez cette foire de Canton qui dure 14 jours, vous pouvez passer 14 jours, vous la terminerez jamais. J'espère un jour qu'on va avoir des foires équivalentes à la foire de Canton en Afrique et que on va y aller avec plaisir, passer des jours et des jours pour pouvoir découvrir la richesse de notre continent. Oui. Donc, effectivement, pour répondre, j'espère que je vous remercie vraiment pour cette question parce qu'elle est très importante. C'est une belle opportunité pour vous, les jeunes, d'accord? Intéressez-vous au sourcing. C'est vraiment quelque chose de très important. Et d'ailleurs, je pense qu'on pourra effectivement, avec l'académie, développer peut-être, enfin, j'ai déjà les cours qui sont là, mettre en place un programme de sourcing pour un certain type de matière. Hein. Moi, par exemple, le textile, je maîtrise parfaitement, je maîtrise aussi l'électronique, mais on peut développer comment faire le sourcing cacao pour un pays particulier ou des choses comme ça. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais c'est un peu ça l'idée. Hein. Donc, il faut qu'on recrée des chemins. Vous savez, la Chine, quand elle a lancé sa stratégie, elle a parlé de la refonte de la route de la soie. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la route de la soie qui allait de Rabat, de Londres, passant par de Voie jusqu'en Chine. Ben, est-ce que vous savez qu'il existait une route qui s'appelait la route du sel, qui faisait Marrakech-Tombouctou? Est-ce que vous savez qu'il y avait la route comment dire, de l'ambre, de l'encens Il y a beaucoup de routes. Donc, qu'est-ce qui nous empêche demain de créer des routes, la route du cacao, la route des mangues? Je ne sais pas. Hein. Ça peut-être paraît rigolo, mais en fait, les Chinois, ils ont pas hésité à le faire. Et aujourd'hui, ils sont en train de créer des routes. Et c'est devenu une volonté. Ils ont même créé des autoroutes, ils ont même été créés des ports parce qu'ils ont cru en ça. Donc, les jeunes, s'il vous plaît, n'hésitez pas parce que vous avez une très belle opportunité. Faites-le dans votre pays, dans les pays voisins. Un grand merci, Savid. Merci à vous. Wallah, on est vraiment fiers de vous. Alors, On vous déjà, je rappelle concernant ce que M. Ebid a dit tout à l'heure. Vous avez beaucoup de commentaires. Hein. Il y a beaucoup de commentaires qui vous sont adressés. Voilà. Bravo, M. Ebid. Félicitations, M. Ebid. Merci, M. Ebid. Là, ça fait plaisir. Nous allons essayer, parce que l'Académie déjà a des partenariats avec des universités, que ce soit des universités françaises, Paris-Dauphine, des universités américaines à UPS, des universités marocaines. Il y a l'université Hassan II de Casablanca, donc en l'occurrence la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Mohamedia. Donc, ces partenariats, on a d'autres universités au Bénin, au Côte d'Ivoire, également au niveau du Sénégal, avec des administrations publiques également. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour saluer notre très cher partenaire, M. Amadou Silla, depuis le Sénégal. Et ça nous fait plaisir. Ces partenariats nous permettent de donner des formations de qualité et certifiées, bien sûr. Donc, comme M. Ebid l'a dit, nous allons, après le symposium, on va se voir, on va faire une réunion, on va définir des formations dans ce sens. On va organiser des formations dans ce sens. On va déposer au niveau des facultés, au niveau des universités partenaires pour avoir leur accord pour qu'à la fin de la formation, vous puissiez avoir un certificat qui est co-signé par l'une de ces universités. Ça, c'est des choses que nous allons vous développer par la suite dans le groupe. Alors, j'ai d'autres questions, mais d'abord, je vais faire passer d'abord M. Chelaoui. Et après, il y a 3 questions en présence. Il y a 2 questions déjà qui sont là pour le Dr Konga. Il y a plus de 6 questions pour M. Chelaoui.